Bonjour et bienvenue dans l'émission d'Auteur à Auteur. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Jean-Philippe Brébion, qui est le concepteur, le créateur de la bioanalogie. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patricia, grand merci de m'accueillir sur ta chaîne. Je suis ravi de te rencontrer. C'est un vrai plaisir. Super, un vrai plaisir aussi. Et nous allons parler plus particulièrement aujourd'hui de ton dernier livre qui Oui, s'appelle Nouveau paradigme de la réalisation de soi, 9 points clés du manifeste de l'homme conscient. Et je pense qu'il est hyper important aujourd'hui d'aborder ce sujet de l'homme conscient. Mais en même temps, je me suis posé la première question et donc je te la pose. Pourquoi l'homme conscient et pas l'être conscient? Parce que l'homme, finalement, même avec un grand H, nous fait mettre peut-être de côté le féminin. alors, bien entendu, d'abord c'est l'homme avec un grand H, donc qui est ni masculin ni féminin, c'est l'homme de l'humanité, hein, de notre dimension humaine. Et notre dimension humaine, c'est de réaliser l'être. Donc il y a plusieurs choses. C'est que je dis homme conscient parce que c'est nous en tant qu'hommes de quoi on peut parler, mais une chose importante, c'est que euh, quand on parle de la conscience, on ne peut pas en parler. Je veux dire, dès que je suis dans la pensée, je ne suis pas dans la conscience. Donc, en fait, on ne peut pas décrire la conscience, mais par contre, on peut décrire ce que ce n'est pas. Et c'est pour ça que ce manifeste, c'est des points précis qui vont permettre de, de comprendre comment, je veux dire que euh, quand je dis le premier pas du manifeste, c'est il n'est qu'un univers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre univers que ce que nous expérimentons. Ça veut dire que ça, c'est l'homme qui doit réaliser que le jour où ce corps disparaît, tout cet univers disparaît. Donc, et, 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 et on peut pas donc décrire, on peut pas parler de l'être, hein. On peut pas décrire l'être. On peut décrire ce que ce n'est pas, hein. Mais et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est l'homme, c'est la dimension de l'homme d'intégrer, d'expérimenter l'être. L'être, c'est une expérimentation, ça ne se décrit pas, hein. D'accord, donc je comprends, c'est la dimension humaine en fait. Et dans cette dimension humaine, tu ramènes très vite que justement l'homme avec un grand H rentre dans une dimension quantique. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'est une dimension quantique, d'autant plus si on est un peu novice sur le sujet? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, je ne suis pas physicien, mais on voit bien que toute la physique quantique nous amène à repenser toutes nos notions de temps et d'espace, hein. On découvre avec la physique quantique que, par exemple, quand on a ce qu'on appelle la loi d'intrication, qu'un élément quand deux éléments sont intriqués, un élément qui est touché, l'autre est immédiatement touché sans que l'on ait pu percevoir quoi que ce soit entre ces deux éléments, et dans le même temps, à ce même instant, sans qu'il y ait un rapport de cause à effet. C'est pas un temps séparé. Il y a pas, même si ces éléments sont éloignés de plusieurs années-lumière, hein, cette intrication, c'est dans le même temps. Donc ça veut dire que on n'est plus dans une causalité, un rapport de cause à effet. On est dans une simultanéité, donc on est dans une expérimentation du présent, hein. Donc il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Je veux dire que nous connaissons, je veux dire, notre conception de l'univers, c'est une conception avec des rapports de temps et d'espace, hein. Et on va dire que la première loi de notre univers, c'est celle décrite par Einstein, c'est ce Big Bang, qui est cette rencontre temps-espace, et dont Einstein dit, c'est même pas une rencontre, c'est un continuum. C'est-à-dire que c'est trois plans qui appartiennent à une seule et même réalité. Le temps, la rencontre, l'espace appartiennent à une seule et même réalité. Et, et, euh, et de voir que nous ne savons pas interpréter le monde en dehors des notions de temps et d'espace. Je prends souvent comme exemple, j'arrive dans une ville, il y a un plan de la ville, je cherche l'endroit où je veux aller, alors mettons place de la mairie, je vois très bien sur le plan la place de la mairie,
Donc, en termes d'espace concret, le problème, sur le plan, je ne sais pas où je suis. Je ne peux pas y aller. Donc, heureusement, sur le panneau indicateur, il y a marqué « Vous êtes ici ». Ah, vous êtes ici. Donc là, ça veut dire ici, ça veut dire à cet instant. Vous êtes ici, ce n'est pas du lieu, c'est à cet instant vous êtes ici. Donc, je peux me positionner par rapport à un espace. Et là, j'ai une action. Donc, il y a bien le temps de se positionner, vous êtes ici. Il y a bien l'espace que je veux aller rencontrer. Et donc, cette rencontre dans l'espace me donne une action qui va me permettre d'aller à la place de la mairie. Et tout le temps, dans la vie, ces trois plans appartiennent à une seule et même réalité, ne sont pas séparés. Il n'y a pas un temps sans espace, il n'y a pas d'espace sans temps, il n'y a pas une action qui ne soit pas une rencontre entre le temps et l'espace. Donc, en fait, ces notions les notions de temps d'espace deviennent complètement obsolètes. On voit bien que autrefois, pour aller faire 40 km, il fallait une journée en diligence. Hein, maintenant, à 40 km, on va chercher un paquet de cigarettes. Quoi, je veux dire, donc, c'est complètement, c'est plus les mêmes. On est capable d'envoyer un objet sur Mars, sur la Lune, enfin voilà, en un temps incroyable. Et en fait, ce que nous apporte la physique quantique, c'est cette disparition complète du temps et de l'espace. Il n'est que l'instant présent. Et la conscience est le propre de l'instant présent. C'est une expérimentation, c'est pas un but à atteindre, c'est pas vouloir un résultat, c'est pas vouloir changer les choses, c'est ça. Donc c'est pour ça que la physique quantique nous amène dans une dimension qui n'est plus accessible par la pensée. Puisqu'on découvre même qu'il y a des causes qui se produisent avant les effets. Hein, donc, on ne sait plus. On ne sait plus. On ne sait plus. Et d'ailleurs, c'est peut-être justement la difficulté dans nos cultures et nos sociétés où le mental est quand même éduqué et largement mis en avant pour réussir à être dans l'expérimentation. D'ailleurs, dans ton livre, tu fais une différence entre l'expérience et l'expérimentation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et j'ai beaucoup aimé aussi l'idée d'expérimenter l'inattendu. Mais absolument. Ça veut dire que des expériences, on a tous des expériences de vie. Ce qui nous arrive, c'est une expérience de vie. Maintenant, une expérimentation a trois critères très précis qui font référence au temps, à l'action et à l'espace. Et l'expérimentation, c'est la première chose d'une expérimentation, c'est de se laisser surprendre. Donc, de n'avoir aucune anticipation. Je n'attends rien. Hein. Donc, par rapport au temps, je me laisse surprendre. Ce que tu viens de dire, hein, c'est l'inattendu. L'inattendu, c'est même quelque chose que je n'avais pas conçu, que je n'avais même pas pu penser. Donc, et ça, c'est une des premières dimensions, c'est de se laisser surprendre. La deuxième chose dans cette expérimentation, c'est de ne pas agir pour un résultat. Si je veux agir pour un résultat, ben c'est que j'ai une attente et je veux modifier ce qui est là. Donc, c'est ne pas agir pour un résultat. Donc, c'est expérimenter, ça veut dire je suis l'expérience et l'observateur de l'expérience. Je me laisse œuvrer et dans cette découverte permanente. Donc ça, c'est lié à l'action, à cette rencontre. Et le troisième point, c'est sans intention. Ça veut dire sans être accroché à une intention de vouloir changer ce qui est. L'intention, si je veux changer ce qui est, je ne peux pas être dans l'expérimentation puisque je me mets dans un idéal, je vais être autre chose de ce qui est là. C'est à partir de ce qui est qu'on peut être dans l'expérimentation. Donc, c'est ça l'expérimentation, ça fait référence à ces trois plans. Et c'est pour ça que ces trois plans qui sont sans attente, sans objet, sans être accroché à un objet et sans intention, sans être accroché à une attente, à un objet, à une intention. C'est ça l'expérimentation. Et cette expérimentation, elle est unique. Ce que tu expérimentes, c'est unique. Ça n'a jamais existé dans l'univers, ça n'existera jamais dans le même temps, dans le même lieu. Et en fait, il faut comprendre que dans la vision de la biologie, dans ce que je propose, c'est de sortir de l'avant et de l'après. Hein, et c'est que notre univers commence à quel moment? Au moment de la conception. Avant la conception,
nous n'avons pas d'existence propre. C'est-à-dire nous n'avons pas d'inscription dans le temps et dans l'espace. Hein, c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est chacun a des théories sur l'âme qui va s'incarner. J'ai aucun problème avec ça. Mais si je reste dans la vision de la biologie, je vais être très, très, très rigoureux. C'est au moment de cette conception, cette rencontre ovule-spermatozoïde, c'est une inscription dans le temps et dans l'espace, hein, cette rencontre n'a jamais existé dans l'univers, avec la même charge familiale, les mêmes circonstances généalogiques, le transgénérationnel, Elle est etc. unique. Elle est Elle est unique. unique. Hein, elle n'a jamais existé et elle ne se reproduira jamais dans le même temps, dans le même lieu. Donc ça veut dire que nous avons à réaliser cette expérimentation. Ce n'est pas une expérience, c'est une expérimentation. Et par définition, puisqu'elle est unique, elle ne suit pas une voie. Puisqu'elle est unique, elle ne va pas vers un résultat. C'est une transformation permanente. Et puisqu'elle est unique, ben, il ne faut pas que je dise non à ce qui est. Et c'est expérimenter ce qui est tel que les choses sont. Et c'est vraiment cette dimension qui est cette dimension qui est unique, originale et singulière. Et c'est pour ça que, en fait, quand cette conception, elle est issue de la rencontre de nos parents, qui eux-mêmes sont issus de la rencontre de leurs parents, de leurs grands-parents, c'est très bien. Hein. Et donc la cause de notre conception, c'est quoi? C'est nos parents, c'est nos grands-parents, c'est nos arrière-grands-parents. Donc en fait, on va remonter à quoi? À l'origine de l'humanité. Hein, l'origine de l'humanité, mais on a une image de la, et je le décris dans le nouveau paradigme, on a une image de l'arbre généalogique qui s'élargit comme ça. Mais en fait, je suis désolé, mais l'arbre généalogique qui ne s'élargit pas comme ça à l'infini. Hein, parce que si on remontait, si on regarde la première génération, c'est 2 personnes, ensuite 4, 8, 16, 32 personnes. Si on arrive à la 33e génération, on a 7 milliards d'individus sur une seule ligne. Et 33 générations, c'est entre 700 ans et 1000 ans. Donc, je veux dire qu'il y a 1000 ans, il n'y avait pas 7 milliards d'individus. Donc, ça veut dire que l'arbre généalogique, qu'est-ce qu'il fait? Il se referme. Ça veut dire que nous avons, plus on remonte dans le temps, plus nos ancêtres sont communs et plus nos mémoires sont communes. Donc, on arrive à l'origine de l'humanité. Ensuite, on arrive à quoi? À l'origine de l'animal, puisque nous sommes minéral, végétal, animal. Donc, l'origine de l'animal, l'origine du végétal, et l'origine du minéral. Et l'origine du minéral, c'est quoi? C'est ce Big Bang. Cette première loi que je symbolise par cette baguette, c'est-à-dire ces 3 plans qui appartiennent à une seule et même réalité. C'est une rencontre entre le temps et l'espace. Et c'est un univers unique. Donc, cette expérimentation, c'est ça le nouveau paradigme, c'est d'expérimenter ce qui n'a jamais été expérimenté. Cette expérimentation au présent, c'est vraiment l'expérimentation de notre existence dans ces 3 paramètres, sans attente, sans vouloir, sans intention. Mmh. D'ailleurs, dans le livre, tu dis: «Bon, il est temps maintenant», enfin, tu le dis pas comme ça, mais tu le dis avec tes Oui, mots, oui. mais il est temps maintenant de sortir des chemins battus et justement dans cette expérimentation, c'est d'aller dans la découverte et d'accepter le vide. Et du coup, cette notion du vide que tu places comme un élément de la vie, pour le plus grand nombre, souvent, c'est pas confortable. Donc, comment on peut être à l'aise finalement avec ce vide qui est un passage ou une étape ou une expérimentation de la vie? D'abord, il faut voir pour qui c'est pas à l'aise. C'est pas à l'aise pour la partie animale en nous. Nous sommes minéral, végétal, animal. Notre biologie, elle est animale. Hein, c'est-à-dire que nous sommes nos réflexes de notre inconscient. Notre inconscient est issu de la biologie animale. Et l'animal, la fonction première de l'animal, c'est quoi? C'est la survie de l'espèce. C'est-à-dire que l'animal, il va faire en sorte que se perpétue dans le temps et dans l'espace l'espèce. Donc l'animal, il met la vie en dehors de lui. C'est pas sa propre vie qui est important, c'est que ça se perpétue dans le temps et dans l'espace. Donc, tant que nous restons dans notre survie animale, c'est pas confortable.
Parce que nous mettons la vie en dehors, et mettre la vie en dehors, c'est quoi? C'est vouloir être reconnu, c'est être vu, c'est avoir une place, c'est être dans un idéal, c'est avoir des résultats, c'est être aimé, c'est donner du sens à sa vie, c'est compter pour les autres, c'est avoir du pouvoir. C'est ça la survie, hein. Ça veut dire que je mets ma valeur à l'extérieur de moi, à l'extérieur de moi. C'est ça la survie. Donc bien évidemment, euh, expérimenter l'expérimentation du vide, c'est pas confortable pour la survie animale. Parce que expérimenter le vide, c'est justement être dans cette rencontre. Et je propose souvent, tous les mardis midi, j'invite les gens, c'est gratuit bien sûr, sur un instant de gravitation, c'est un quart d'heure de présence. C'est l'instant de gravitation, c'est d'expérimenter juste cette présence, cette gravitation, d'expérimenter que la seule réalité, notre dimension, notre plus grande dimension, elle se trouve entre nos fesses et le fauteuil, là où je me pose. C'est qu'est-ce qui se passe entre les deux. Et c'est vraiment dans cette gravitation. Et je m'aperçois que si j'ai une tension, c'est comme si je voulais quitter cet espace. Si j'ai un vouloir, comme si je voulais quitter cet espace. Si j'ai une intention, c'est comme si je voulais autre chose que ce qui est. Et c'est vraiment de rentrer dans cette dimension de cette gravitation, hein, de cette présence à soi, cette présence à cette expérimentation. Donc, ce vide dont on parle, c'est pas on a une notion de vide en termes de manque, et c'est pas ce Mmh. vide-là dont on parle. Ce vide, c'est un vide relationnel, d'expérimentation. C'est un vide de concept. C'est-à-dire, c'est un vide de pensée. Il y a rien que l'on peut concevoir, Mmh. hein, quand on dit sans attendre. C'est pour ça que c'est ce vide de concept, c'est ce vide de quelque chose de saisissable. Et ça change tout. Moi, j'avais 16 ans, et je rentre dans une librairie à Paris, rue de Seine, et je tombe sur un livre qui était, j'en parle dans tous mes livres parce que ça m'a tellement touché, ce livre, c'était Ahor, sa vie, son œuvre, c'était de René Schweller de Lubick, et c'était sa femme Isha qui avait collecté ses dernières paroles, enfin, et un résumé de sa vie. Et je tombe sur ses dernières paroles de vie, et il dit, à propos du réel, il ne faut rien imaginer. Il faut se taire et écouter dans le silence, sans vouloir voir, et accepter le rien, car ce que l'humain appelle le rien, c'est cela qui est réalité. Car ce que l'humain appelle le rien, c'est cela qui est réalité. Ce rien, c'est ce vide, hein. Et ce vide, c'est cet espace d'expérimentation. Donc il faut comprendre le vide en termes de vide de pensée, un vide de quelque chose de saisissable. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu nous amènes à revisiter un petit peu le sens des mots comme le manque. C'est pas le manque de, c'est manquer à. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette autre manière de voir l'idée du manque. Mais tout à fait. Je veux dire qu'en effet, c'est le neuvième point du manifeste, alors ça paraît très incroyable, mais c'est le manque est vital. Mais je veux dire que exister, c'est prendre forme. Donc ça veut dire que ce crayon, il a une forme, le livre, il a une forme, le téléphone a une forme. Et exister, c'est avoir une forme. Donc, et on ne peut pas être en même temps la forme du crayon, la forme du téléphone, la forme de la caméra, la forme de l'ordinateur. Donc ça veut dire que exister, c'est manquer à toutes les formes, à toutes les autres formes. Donc c'est choisir la réalité telle qu'elle est. Et quand je dis le manque est vital, c'est que nous avons à expérimenter cette forme unique, originale et singulière. Et cette forme unique, originale et singulière, elle est la totalité. Puisque cette. Parce qu'on se trompe de cible en s'identifiant à ce corps. Ce n'est pas ce corps qui est important. C'est la relation, c'est-à-dire ce n'est pas ce corps qui est important, c'est la relation qui est entre ce corps et le monde extérieur, hein. Et ce corps, il est en relation avec la totalité de l'univers. Donc, l'expérimentation, elle est dans cette rencontre entre les deux. Donc, cette expérimentation, c'est une expérimentation de la totalité et non pas une partie. C'est une expérimentation de la totalité dans une forme particulière.
Donc, oui, le manque est vital. Je nomme aussi des choses comme nous n'avons pas à vouloir donner du sens à notre vie. Si je veux donner du sens à ma vie, le seul sens que je peux donner, c'est quoi? C'est un sens que je connais. Je ne peux pas donner un sens que je ne connais pas. Et un sens que je connais, c'est quelque chose qui fait référence au passé. Donc, si je veux donner du sens à ma vie, qu'est-ce que je fais? Je veux juste réparer le passé. Et donc, c'est cette expérimentation qui permet de laisser la vie prendre sens. Je ne suis pas en train de donner du sens à la vie, mais je laisse la vie prendre sens à travers cette expérimentation unique, originale et singulière. C'est ça, Mmh. tous ces points clés de l'homme conscient. Il n'y a pas de voie à suivre. La même chose. Je veux dire que vouloir suivre une voie, euh, c'est par définition, une voie, c'est quelque chose qui est déjà tracé. Si je prends la route de Paris, ça va m'amener à Paris. Hein. Mais il n'y a pas de voie qui conduit vers Patricia. Il n'y a pas de voie qui conduit vers Jean-Philippe. Il y a, la voie, elle est derrière. Il y a un chemin qui est. Il n'y a pas de chemin, puisque c'est une expérimentation unique. Ça n'a aucune référence. Et c'est J'aime bien. ça d'ailleurs qui oui, des fois qui peut faire peur. Je me souviens moi du moment où je suis sortie des rails et Oui, vraiment j'ai eu cette impression de me retrouver face à un désert où il y avait plus rien et quand il y a plus rien, finalement, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? oui. Et donc j'ai été face à ça et ça nécessite, finalement d'aller, chercher en soi ben, finalement des valeurs profondes et tu ramènes en termes de valeurs, moi 2 choses, enfin 2 qualités que je trouve hyper importantes, qui sont la cohérence et l'intégrité. Hem et qui sont hyper importantes en tant qu'être conscient et qui, finalement, auraient à mettre en avant. Est-ce que toi, tu peux, nous partager ton point de vue sur ces 2 qualités-là? Alors, oui, bien évidemment. Et, mais je vais juste revenir, juste la petite phrase que tu viens de dire. En effet, je me retrouve face à un vide et je dois chercher. Et en fait, il n'y a rien à chercher. Il y a à expérimenter. Et ça se révèle. Oui. Mmh. Je suis un peu, C'est quelquefois, sûr. tatillon sur les mots, mais c'est Non, important non, mais parce que. c'est sûr, mais le mental, lui, il cherche et c'est tout ce cheminement finalement de quitter parce que et tu le dis justement et je te rejoins, quand le mental pense une situation, il crée une séparation et à partir Absolument. de là, c'est, où est le sentiment d'unité? Et ce que ab- tu ramènes ab- beaucoup, ce que je trouvais intéressant dans ton livre, c'est justement cette idée d'expérimentation. Mmh. C'est ça. Et donc, en effet, donc il n'y a pas à chercher, parce que si je cherche, c'est quelque chose qui est déjà conçu. Donc, il n'y a pas à chercher. Et donc, c'est pour ça que l'intégrité, en effet, c'est quoi l'intégrité? C'est l'alignement entre ce que je décide, ce que je fais et ce qui me laisse en paix. C'est ça la cohérence. Et on voit bien combien de fois dans la vie, on décide quelque chose, on fait autre chose, et en fait, la seule chose qui nous laisse en paix, c'est autre chose encore. Mais par survie, je vais faire autre chose alors que je vais faire. Bon. Et donc, on n'est pas aligné, on n'est pas dans cette cohérence. Et, donc, l'intégrité, c'est ça l'intégrité. Ça veut dire que c'est ce que je décide, ce que je fais, ce qui me laisse en paix, appartiennent à une seule et même réalité. Hein. Et, euh, et la cohérence, c'est la conscience. Quand on est dans cette cohérence, la conscience émerge. Hein. Et, mais pour ça, il faut d'abord sortir de l'idée que ce qui se passe autour de nous est incohérent. Ça aussi, c'est une notion où il faut vraiment prendre le temps d'intégrer, parce que euh, si je commence par dire ce qui se passe est incohérent, je suis en train de juger ce qui se passe. Ah, c'est bien, c'est pas bien. Donc je me remets dans la pensée. Hein. Et, et donc c'est de sortir de cette notion, il n'y a pas de bien ou de mal. Je veux dire que c'est euh, euh, dans le relatif, bien sûr qu'on peut juger les choses. Dans la relation humaine, dans le relatif, c'est évident. Il y a des abominations qui sont
intolérables. Mais c'est pas de Ils ça sont dont je parle. factuels, en fait. Oui, oui, Donc, oui, oui, c'est et important de c'est de le savoir, préciser parce que parfois et ce qui est important, c'est de voir, oui, mais qu'est-ce qui me touche dans cette horreur qui se passe à l'extérieur de moi? Qu'est-ce qui se touche? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? C'est ça qui est important. C'est que une des premières lois du concept de la bianalogie, c'est que l'extérieur n'est que nous-mêmes. Et tout ce qui nous touche ne parle que de nous-mêmes. Donc l'important, c'est pas d'aller lutter contre quelque chose, mais, mais récemment, dans une conférence, quelqu'un me pose la question sur le massacre des innocents. Hein. C'est intolérable. Dans les guerres, le massacre des innocents, on est bien d'accord. Est-ce que je vais pouvoir aller faire quelque chose en Ukraine, en Russie, en machin? Je ne peux rien faire. Par contre, si je suis touché par le massacre des innocents, et c'est ce que j'ai développé, c'est ce qui s'appelle cette loi du principe, c'est que je suis touché par tuer l'innocence. Hein, et de se dire en quoi, donc il faut lire cette phrase de façon neutre, tuer l'innocence, et en quoi moi, je dois cesser de tuer mon innocence. La réponse que je peux donner à ce monde, c'est de rester dans mon innocence, l'innocence qui ne conçoit rien, qui n'attend rien et qui ne veut rien. On va comprendre que si je suis touché par moi, mon chemin, c'est pas d'aller militer en Ukraine, d'aller militer dans n'importe où, tous les endroits où il y a de la guerre. Mais par contre, oui, c'est d'être à l'écoute de ça, ça me touche. Et donc, j'ai à répondre de cet univers. J'ai à répondre de ce qui me touche. Et répondre de ce qui me touche, c'est justement l'innocence. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de jugement. C'est de se laisser surprendre. et en Ah, même temps, quand on touche, dans ce que tu dis, par exemple, dans ton exemple, l'innocence et que tu deviens l'innocence, selon la principe quantique, tu contribues au monde pour, faire évoluer peut-être autrement ou mais faire, ça veut dire ton univers, puisqu'il n'est qu'un univers nous-mêmes. Cet univers-là, justement, n'est plus dans la survie. Hein. L'innocence, c'est l'inverse de la survie. Hein. Donc, je crois qu'une notion des peut-être les plus difficiles, c'est de comprendre que euh, quand je dis l'extérieur n'est que nous-mêmes, le jour où ce corps disparaît, c'est tout ce monde extérieur qui disparaît. C'est la relation à ce monde extérieur qui disparaît. Ça veut dire que, euh, bien sûr, je vais dire, bah oui, le jour où tu vas être mort, t'inquiète pas, nous on sera encore là. Ça, je ne sais pas. Mais l'expérimentation de mon inscription spatio-temporelle est terminée. Bon, après, qu'est-ce qui se passe? Après, je ne sais pas, puisque la conscience, elle est hors du temps et de l'espace. Et notre dimension, c'est d'accéder à la conscience. Et c'est de sortir de cette illusion du temps et de l'espace. Donc, le jour où ce corps disparaît, c'est tout cet univers, c'est tout l'univers qui disparaît. Pour chacun de nous. Mais il n'est qu'un univers nous-mêmes. Donc l'extérieur n'est que nous-mêmes, mais il faut cesser de se voir comme des individualités. Il n'est qu'un univers, celui que nous avons à résoudre. Et c'est ça, mmh, c'est là où la physique quantique nous amène dans cette autre dimension. Cette intrication, en effet. En effet, c'est extraordinaire de voir que un élément change, les autres éléments changent, sans qu'il y ait de rapport entre les autres. Et on le voit bien dans notre expérimentation de la vie de tous les jours. Si je cesse d'entretenir la peur, ah, les choses changent. Ah ben tiens, comme par hasard, il s'est passé ça. Et les choses changent. mmh, tout Mais il à n'y a fait, rien qui peut justifier. bien sûr, ouais. Et alors, justement, comme, dans ce nouveau, paradigme, j'ai relevé des idées sous forme de phrases, et donc j'aimerais que tu mettes en avant pour chacune d'entre elles ce que tu as envie de mettre en avant comme idée. Ça marche? Ouais, ouais, absolument, bien sûr. Alors, la 1re phrase que j'ai relevée, tu dis: «La pire chose, c'est de vouloir être normal». Ben, absolument. Je veux dire, de rentrer dans une norme. La norme, c'est la survie, c'est le troupeau. Par définition, ce que tu es, Patricia, il n'y a aucune référence.
Ce que je suis, il n'y a aucune référence. Si je veux rentrer dans la norme, c'est que je mets la vérité, je mets la valeur à l'extérieur de moi, qui est cette norme qui vient me canaliser. Donc, en effet, la pire chose, c'est de vouloir être normal. Ça ne veut pas dire d'être anormal. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Parce que la pire chose, c'est de vouloir être normal, mais c'est de arrêter de vouloir être dans l'attente de l'autre ou de rentrer dans ce qu'on croit qu'on attend de l'autre. Hein. C'est de se laisser surprendre par la vie. Et donc, ce que nous sommes, quand je dis il n'y a pas de, il y a pas de voie à suivre, il n'y a pas de normes. Il y a une expérimentation unique. Et voilà, donc c'est ça. La pire chose, c'est de vouloir être normal. OK. Alors, une autre phrase que je trouvais aussi intéressante, tu dis: «Le chaos est en fait d'une absolue cohérence, en ce sens qu'il est porteur d'une invitation à la conscience». Oui, absolument. Absolument. Et c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui nous paraît être un chaos absolu, dire mais c'est complètement fou, c'est incohérent. Non, la loi, le principe neutre, euh, que, je décris dans un livre qui s'appelle L'évidence, la loi du principe. Et la loi du principe, elle se dit ainsi. C'est fait référence, je l'illustre avec cette baguette. Toute existence se manifeste sur trois plans, ni reliés, ni séparés, et appartenant à une seule et même réalité, et ayant en commun un principe neutre, immatériel, insaisissable, omniprésent et omnipotent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle que soit la chose qui se manifeste, si je juge cette chose comme incohérente, c'est que je dis que la loi de l'univers n'est pas juste. Donc déjà, je me mets dans la survie. Et si on regarde, tout à l'heure, je donnais l'exemple de le massacre des innocents, mais si on prend euh, euh, on le voit très bien avec les pathologies, les maladies, hein, mais ou les éléments de la vie, et qu'importe. Je veux dire, quand je développe un symptôme physique, toute maladie est l'expression d'une créativité que je ne sais pas faire vivre. C'est-à-dire, je vais dire, quand j'ai un symptôme, je vais dire, mais c'est incohérent ce qui se passe, je ne comprends pas, etc., etc. Non, non, il faut vraiment le voir comme une cohérence absolue, et il a un principe neutre qui parle de ce que je ne sais pas vivre en conscience. Et je vais donner un exemple tout simple. Euh, euh, J'imagine, j'ai une conférence à faire, j'ai le trac, hein, et puis je ne sais pas comment je vais pouvoir marquer mon territoire. Hein, très bien. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai envie d'uriner. Hein, 10 fois de suite. Ça veut dire que je ne sais pas vivre en conscience que mon territoire, c'est ce que je suis là où je suis. Comme je ne sais pas le faire, ma biologie me le montre, comment l'animal il marche son territoire en urinant. Donc ça veut dire que la biologie, c'est pas ce qui m'intéresse dans les maladies, c'est pas le conflit, mais c'est en quoi ça nomme une créativité qui n'est pas révélée. Et, 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 euh, et on voit que nos pathologies sont issues de notre incohérence. Je veux dire, j'avais travaillé dans des groupes avec des groupes de gens qui ont une sclérose en plaques, qui ont un diagnostic de sclérose en plaques. Et toutes les personnes qui ont une sclérose en plaques, le principe neutre, c'est que quand je suis la pathologie générale de la sclérose en plaques, c'est que je n'arrive pas à me tenir debout à cet endroit-là. Je n'arrive pas à me tenir debout ici. Hein. Bon, faisons simple. Et c'est comme si, donc ça paraît incohérent, je ne comprends pas, il y a tout un tas de symptômes, etc. Et en fait, la biologie est en train de me dire, tu n'as rien à faire à cet endroit-là. Et toutes les personnes qui ont sclérose en plaques sont des gens qui s'obligent à se tenir à une place, à un lieu, à une fonction, à un résultat, etc., etc., qui ne sont pas cohérents avec eux-mêmes. Et donc, dès que je commence à interpréter la vie comme une incohérence, je me coupe de la conscience. Ah oui, je Quelque chose comprends. me touche, je Mmh. me parais incohérent. Si je le nomme comme incohérent,
c'est je ne l'expérimente pas, je ne suis pas dans la relation. Donc tout constat est Mmh. cohérent et le chaos est cohérence. Et cohérence, ouais. Et d'ailleurs, pour faire suite à ça, à partir du moment où on est un univers unique, tu nous invites à faire vivre intensément l'univers, unique que nous sommes. Mais maintenant, c'est pas forcément si évident que ça. Alors, quels sont le ou les défis les plus courants auxquels on peut être confronté quand on commence à explorer cette voie de la conscience dans ton expérience que tu as rencontrée? Euh, je ne sais pas si je pourrais le dire comme ça. Je veux dire, je suis comme tout le monde, hein, j'ai mes conflits, je peux avoir des fois voilà, des impatients, des choses, des peurs, des stress, comme tout le monde. Simplement, c'est que dès qu'il y a un stress, dès qu'il y a quelque chose, euh, c'est de se resituer. Voilà, la première loi, c'est de se resituer. Et se resituer dans la certitude que si ça me touche, c'est que ça ne me parle que de moi. Et que ça a du sens au service de la conscience. Autrement, tant que je ne me resitue pas dans ce positionnement-là, je reste dans un clivage de la vie à l'extérieur. Ça, c'est pour moi le principal, je ne sais pas si on peut dire défi, mais la principale, la chose la plus fondamentale, c'est vraiment de se resituer dans cette certitude que oui, ça a du sens au service de la conscience. Et donc, euh, c'est une chose que je nomme régulièrement, je dis, ne cherchons pas à vivre, cessons d'entretenir nos mécanismes de survie. Et c'est ça qu'est la vie œuvre. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que, comme tout le monde, oui, j'ai un stress, mais dès que je le vois, je cesse de l'entretenir. Je cesse de cautionner la survie. Mais je le stresse comme tout le monde, oui, oui. Mais ok, allez. Et je me repositionne dans cette expérimentation de l'instant présent. Et là, la vie est l'œuvre. Donc c'est pour ça que c'est la proposition que je fais, c'est ça. Et c'est pour ça que quand j'invite tous les gens le mardi à midi, c'est pendant un quart d'heure, on expérimente d'être présent dans cette gravitation, là où le corps est en contact avec la Terre, donc là où tout le poids de notre existence est là, et de regarder, on scanne, est-ce qu'il y a une tension, je sais pas, sur le front, sur les paupières. Je te le vois, je cesse d'entretenir. Et plus je scanne, plus j'ai l'impression que mon corps pèse davantage là où je suis. Mais si tu mets une balance dessous, on n'a pas Mmh. changé le poids, mais et ça, c'est très intéressant de voir ça. Et donc de cesser d'entretenir ces tensions, nous rentrons dans l'expérimentation. C'est pas de chercher la conscience, c'est de cesser d'entretenir la survie. Et ça expérimente. C'est pour ça que il y a pas un chemin à suivre, il y a pas à aller vers, il y a pas un modèle, il y a pas un maître à suivre. Moi, j'ai parcouru dans ma vie, j'ai rencontré plein de maîtres, de gourous dans toutes les en Orient, voilà, j'ai beaucoup expérimenté. Mais ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer, de voir de quoi ils témoignent. C'est quoi ta vérité? C'est quoi ta vérité? Et est-ce que ça me parle ou est-ce que ça me parle pas? Mais c'est pas d'aller suivre l'enseignement de quelqu'un. Et, et donc, la seule chose, moi, qui m'a permis c'est de voir que, ben voilà, y a rien à atteindre, il y a une expérimentation. Et, et ça veut dire que tout ce nouveau paradigme dont on parle, c'est pas un concept, c'est une expérimentation. C'est de sortir de cette notion de concept. Il n'y a rien à penser, je veux que j'expérimente. Pour rendre la vie vivante, quoi, hein? Oui, oui, ben c'est pour laisser la vie œuvrer. Et la vie, elle est Pour vivante. laisser la vie Hein, œuvrer. Ouais, hein, pour laisser la vie œuvrer. ouais, En tout ouais. cas, Jean-Philippe, c'est passionnant et je sens bien qu'il y aurait plein de choses encore Et à aborder. On arrive à la fin de notre émission. On garde d'autres choses pour d'autres émissions, probablement. avec grand Donc, plaisir. je vous invite vraiment à aller lire son livre
donc du nouveau paradigme de la réalisation de soi, 9 points clés du manifeste de l'homme conscient aux éditions 4 Essences. Mmh. C'est vraiment riche d'enseignements et n'hésitez pas à poser vos questions aussi sur le chat de mon blog ou sur voilà, les réseaux sociaux. Jean-Philippe, en conclusion, qu'est-ce que tu aimerais Mmh. dire, exprimer, partager pour nos Alors, auditeurs et nos je auditrices? vais, heu, c'est à la fin de je vais pas me contredire en disant ça, pourtant, je dis sortir de toutes les habitudes et pourtant, à la fin de chaque conférence, de chaque entretien, de chaque livre, il y a une phrase que je dis tout le temps: «Ne croyez rien de ce que je vous dis, expérimentez». Et c'est ça, pour moi, il y a rien à croire. Il y a aucune croyance, expérimente. Et dans cette expérimentation, qu'est-ce que je choisis? Je choisis le problème ou je choisis la présence? Ou je choisis la conscience? Donc il y a rien à il y a juste à se mettre au cœur de l'expérimentation et de se laisser surprendre. Mais il y a rien à croire. Il y a rien à attendre, rien à vouloir. Voilà, tout est là. Mmh. Merci beaucoup Jean-Philippe pour Merci Patricia de ce ton moment de accueil. partage. Et puis, bah, écoutez, j'espère que ça vous plaira autant que ça m'a plu d'échanger avec Jean-Philippe. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre vie et on se dit à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir Patricia. Au revoir Jean-Philippe.